Voilà, donc c'était pas un très très court métrage, c'était juste un court métrage. Euh, donc déjà, ici, on a plusieurs questions. Il est assez bien fait, je trouve, parce qu'il interroge le type d'entreprise. Hein. Il est clair que depuis quelques années, on voit apparaître ces plateformes qui changent un peu la relation au travail, c'est le moins qu'on puisse dire, et à l'emploi en tout cas. Deuxièmement, dans ce film, on voit aussi, ce sont des plateformes, certes, au début dans ce reportage, on voit qu'elles s'étendent, elles sont de plus en plus visibles, leurs travailleurs, en tout cas, sont de plus en plus visibles dans les villes. Et en même temps, on se rend compte, quand on les analyse un peu, qu'on analyse leur bilan, leur compte, qu'elles perdent de l'argent, pratiquement toutes, chaque année. Et donc, ça, c'est mon deuxième point ici pour l'introduction. C'est évidemment, on peut s'interroger quel est le business de ces plateformes. Est-ce que c'est faire de la livraison ou de collecter des données? Évidemment, ça, c'est une question qui revient beaucoup. Et puis alors, la troisième question qui est au cœur, qui va être au cœur du débat aujourd'hui et qui est au cœur de ce reportage, c'est la lutte. Comment organiser une lutte transnationale? Comment lutter dans des conditions de précarité d'emploi assez importantes. Je me rappelle d'un syndicaliste international, Charles Levinson, qui avait écrit un bouquin dans les années 70 sur le contre-pouvoir syndical multinational et qui interrogeait déjà cette question de coordonner les luttes dans plusieurs sites d'une multinationale. Finalement, 50 ans après, on a, à l'ère du numérique, de nouveau ces questions qui, qui nous interrogent. Voilà, j'en ai dit assez. Je propose à Anne et à Jean-Daniel de prendre place. Donc on a le plaisir ce soir, on va avoir le plaisir d'entendre tout d'abord Anne Dufresne, qui est sociologue, chercheuse au Grésia et qui est l'auteur de l'étude que vous avez reçue à l'entrée, qui est, outre une chronique de cette construction de la Fédération transnationale des coursiers, une analyse de ce qu'il y a derrière ces entreprises de plateforme et de ces identités collectives en construction. À côté d'elle, on a le plaisir de recevoir Jean-Daniel Zamor, qui est le président du CLAP en France, qui est un collectif de coursiers, et qui est également membre fondateur de la Fédération transnationale des coursiers. Donc lui pourra nous faire un petit point aussi sur l'actualité en France, de ce qui se passe, de ce qui se joue pour le moment. Voilà, donc je vais proposer qu'ils interviennent tous les deux. Et puis alors, s'il y a des coursiers dans la salle, Kyle, si tu veux un peu faire le point sur ce qui se passe en Belgique actuellement, tu auras le micro. Et puis on passera à une séance de questions-réponses. Ça va? Donc Anne, je propose que tu ailles. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Merci à Maxime d'avoir réussi à terminer ce film. Et merci donc à Zine TV. Merci aussi à Point Culture. Voilà, j'ai fini avec les merci. Je ne vous vois pas du tout, donc c'est assez désagréable. Donc si je le regarde flou, c'est normal. Il y a la lumière qui flash. Mais, voilà. Donc, ah aussi bon. Là, ça va. Allô? Oui, ça marche. Donc, oui, donc là, l'idée ici, c'est, après une brève présentation sur les enjeux du capitalisme de plateforme, d'en venir justement au processus de l'Assemblée européenne des coursiers, avec deux défis qui étaient à relever dans cette Assemblée, qui étaient construire des liens entre collectifs de travailleurs et syndicats, et construire des revendications et des actions au-delà, au niveau transnational. Donc, on verra les défis, les perspectives à ce niveau-là. Donc, Bruno évoquait déjà quelques questions fondamentales sur ce fameux, ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. Je dirais que le contexte historique est très favorable à la mise en place de ce capitalisme. Trois petits points. Donc, du point de vue du capital, avec la financiarisation, on a des marchés financiers avec des taux d'intérêt très bas et une grande quantité d'argent en quête de rendement, ce qui fait que les investisseurs parient sur certaines plateformes et espèrent qu'ils deviennent des monopoles. Donc là, on a vraiment cette
cette montée en puissance des entreprises de plateforme à ce niveau-là. Du côté du travail aussi, le contexte historique est favorable puisqu'il y avait un chômage massif extrêmement important dans toute l'Europe et des travailleurs pauvres, une précarisation extrême depuis les années 90 qui monte, en particulier avec les lois travail dans tous les pays européens. Donc, cela favorise évidemment le fait d'avoir une armée de réserve pour pouvoir créer des emplois de plus en plus hors la loi. Et du côté du consommateur, enfin, la régression des salaires de la classe moyenne fait qu'il cherche également des services à bas prix et pour avoir encore accès à des livraisons de repas, par exemple, ou des taxis ou autres. Donc je pense que c'est un contexte qui fait que, en effet, des plateformes se développent, mais aussi que elles sont relativement fragiles parce qu'il suffit qu'une de ces données capote et cela peut faire basculer la donne. On le verra tout à l'heure avec l'exemple aussi législatif de la Californie. Donc les entreprises de plateforme, elles ont aujourd'hui un rôle très actif dans toutes les économies européennes. Mais pas seulement évidemment chez les coursiers, mais dans plein de secteurs. Vous connaissez tous les géants du numérique, les GAFAM, dans l'hébergement avec Airbnb, les transports avec Uber évidemment, la grande distribution, Amazon, Alibaba maintenant à Liège qui arrive également, et les services à la personne qui se développent aussi bien pour les femmes de ménage que pour les babysitting. Donc voilà. Là, ici, on va se concentrer. On voit que c'est bien plus large et c'est pourquoi c'est important aussi de parler de ces actions collectives dans le secteur de la livraison de repas chauds parce qu'elles sont un peu la pointe émergée de l'iceberg, puisque dans ces autres secteurs, c'est parfois plus difficile pour un travailleur d'Amazon ou d'Airbnb. Enfin, travailleur d'Airbnb, c'est encore c'est autre chose, mais de pouvoir monter en action collective. Donc, on va dire que c'est le secteur qui permet de mettre en évidence la possibilité d'action collective chez les travailleurs de plateforme. Donc, dans la livraison de repas chauds qui va être traitée ici, on a 4 principales plateformes, Uber Eats, Deliveroo, Foodora, Glovo. Donc, l'américaine Uber Eats, l'anglaise Deliveroo, Foodora l'allemande et Glovo l'espagnole, qui sont donc répartis sur les différents pays d'Europe. Uber Eats et Deliveroo sont partout. Glovo, les Espagnols plutôt au sud et les Allemands plutôt au nord, sachant que Foodora, depuis, a été complètement en déclin et a perdu du terrain et a même disparu de la plupart des pays. Donc, pour ce qui est donc, quel est le business model, la logique économique qu'il y a derrière ces entreprises de plateforme ? C'est la stratégie du fait accompli. Je m'implante et je prends le marché. La stratégie du défaussement, je ne suis pas un employeur. Donc il y a vraiment cette idée de surtout ne pas représenter l'employeur. C'est ce qui a toujours été, ça a toujours été le cas hein, si on se repart de l'année zéro du syndicalisme, l'employeur s'est toujours caché d'une manière ou d'une autre. Mais là, l'invisibilisation est encore plus forte puisqu'il se cache derrière l'algorithme. Et donc, il est plus compliqué d'aller décrypter le fonctionnement d'un algorithme et le management algorithmique que d'aller taper à la porte d'un DRH. Donc, maintenant, troisième point de ce business model, la stratégie du refus de la concertation sociale. Donc, le marché s'autorégule. C'est l'idée que, justement, les syndicats ne peuvent pas avoir accès à aucune convention collective ici. Enfin, pour l'instant. Enfin, tu me contrediras si jamais. Hein, si. Alors, donc pour ce qui est donc ces entreprises, comme on le voit là, sont vraiment hors la loi, sauf si, et c'est souvent le cas, la loi s'adapte à elles. On va le voir. Et finalement, elles sont dans une vision c'est un projet politique qui est derrière aussi. Un projet politique de déconstruction de l'État social, d'accompagner finalement ce travail de déconstruction qui a déjà été fait par les lois travail depuis 2012 en Espagne, enfin même 2003 en Allemagne, et bien avant encore, puisque la précarisation est là depuis le milieu des années 80. Mais donc il y a cette vision d'accélérer ce démantèlement des statuts d'emploi qui est très fort.
et d'aller vers donc une précarisation extrême, puisque ça banalise finalement cet état de fait. Alors, face à cela, face à ces entreprises hors la loi, face à cette déréglementation, que font les États et les juges? On peut s'interroger. Quels sont les régimes juridiques sur mesure qu'ils mettent en place pour l'économie de plateforme? Alors là, je pourrais en dire long sur la loi de Croo, etc., la loi de relance économique. Voilà, là, il y a beaucoup à dire, mais on y reviendra peut-être dans le débat. En France, tout récemment, avec la loi L'Homme. Mais l'espoir est chez les Californiens, puisque, contrairement à toutes ces lois qui déréglementent et qui favorisent la mise en place de l'économie de plateforme, la loi que vous avez certainement vu passer dans les journaux, qui est en projet en Californie, aurait justement idée de requalifier les employés chez Uber et Lyft, ce qui serait tout à fait, ce qui transformerait le paysage législatif. Donc, à côté de ces régimes juridiques, il y a aussi eu des batailles juridiques plus ou moins victorieuses en termes de droit individuel, parce que là, on n'est plus sur les lois édictées, mais bien sur des jurisprudences qui sont mises en place. Et là, il y a eu énormément de choses. Si vous avez le Greza Eco, je détaille ça assez précisément. Entre 2015 et 2018, toutes les différentes batailles pour arriver à requalifier des livreurs décision par décision. Voilà, je suis trop longue. Tu me dis ouais. Donc, on voit bien qu'il y a cette déconstruction d'un modèle social. Donc, qu'est-ce que ça donne? Les coursiers sont en fait tout à fait sous-employés, avec le plus souvent comme faux indépendants. Donc là, on est vraiment dans... Donc ça, c'est une grosse question qui a été... qu'on a pu voir dans le film, là, où certains disent, les Espagnols disent, non, nous, on n'acceptera pas de faux indépendants, on est vraiment pour aller sur un statut salarié, alors que les Anglais disent, non, il faut le libre choix. Donc là, il y a vraiment des avis partagés, mais qui finalement mènent à l'idée d'un libre choix des statuts. C'est-à-dire que le coursier peut choisir s'il veut être faux indépendant ou si, dans les pays où c'est possible, il peut être salarié. Mais finalement, ça montre la négation de cette relation employeur-employé dont j'ai déjà parlé. Les coursiers sont aussi sous-payés, et ça, j'imagine que Jean-Daniel en parlera sur le cas français, en particulier avec tous les remaniements de la tarification récente qui ont mené aux grèves françaises. Et à chaque fois, en fait, chaque grève qui a été lancée, les 40 mobilisations qui ont été mises en place en 2017, elles sont majoritairement le fait d'une baisse de tarification. Donc là, rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire quand on casse les salaires, eh bien, il y a grève. Donc ça, finalement, on est dans un mode à la fois de revendication et de mode d'action assez classique, en l'occurrence. Mais donc, dernier enjeu, c'est le fait que les coursiers soient tout à fait sous-protégés, donc sans protection sociale et avec des assurances minimales. On est vraiment dans le droit social année zéro, là aussi. Donc, des pratiques patronales dignes du 19e. Le numérique, donc finalement, c'est pas simplement... tout ça, c'est vraiment une déconstruction, comme j'ai déjà dit, du droit social. Mais il y a quelque chose en plus. On est aussi dans des pratiques d'organisation du travail qui sont encore plus contrôlantes, avec un renforcement du contrôle des salariés par la géolocalisation. On a vu récemment, il y a eu un reportage là-dessus, comme quoi des grévistes avaient été géolocalisés et donc fichés en fait en tant que grévistes. La mise sous écoute des salariés, la gestion en flux tendu, c'est-à-dire tout ce qui est ranking system, c'est-à-dire on évalue les performances et donc on va faire en sorte de donner ou pas des commandes aux coursiers en fonction de leurs performances. Et tout ça par l'algorithme. Donc là, on est vraiment dans des pratiques d'organisation du travail encore plus contrôlantes qui sont mises à disposition de l'employeur. Voilà, donc toutes ces transformations, elles conduisent finalement à
un caractère extrême de la déconstruction du droit social, et on arrive mais du coup, ça conduit aussi également à l'émergence de nouvelles formes de résistance et de lutte sociale. Et c'est comme ça qu'a été lancée l'idée de l'AG européenne des coursiers et la naissance de la Fédération transnationale des coursiers en octobre de l'année passée. Mais avant, donc l'impulsion qui a été donnée pour cet AG, c'était ce dont j'ai déjà parlé, c'est ces 40 mobilisations de 2017. Et c'est aussi un groupe de réflexion qui avait été mis en place au sein de l'Alter Summit, Résistance 2.0, où là, il y avait eu l'idée de créer des rencontres de porte-parole de collectifs nationaux. Au départ, ça ne devait pas être forcément très important, et puis ça a pris de l'ampleur puisqu'il y avait ce besoin, et que l'objectif finalement a été de construire... de créer un espace de confiance transnationale, mais l'idée étant de le réserver aux collectifs de travailleurs. Donc ça, je pense, c'est la spécificité de cet AG, c'était que cet espace créé soit réservé aux collectifs de travailleurs, ou bien de syndicats en lutte. Mais donc, il y avait cette idée de faire en sorte d'écarter, on va dire, les organisations syndicales qui étaient trop éloignées des mouvements. Enfin, écarter, c'est-à-dire dans tous les cas qu'ils n'aient pas droit de vote, etc., qu'ils soient plutôt là en tant qu'observateurs. Voilà. Donc, comment finalement, je pense que cette citation d'un livreur anglais de l'IWW montre bien un petit peu l'envie de cette rencontre internationale qui était de, je cite, « se sentir membre d'une communauté, c'est ce qui alimente notre force, ce qui permet de nous opposer à cet individualisme, c'est la compréhension que la racine commune de toutes nos luttes est la même. » Donc, il y avait ça, c'était un petit peu en entrée d'AG, donc il y avait eu tous des discours assez forts autour de ça, qui montraient justement cette nécessité de se rassembler entre collectifs de travailleurs. Alors après, donc ça a été qualifié de rassemblement historique, cet AG, à la fois par les médias et par les participants, parce que sur le moment, il y avait cet enthousiasme, 5 minutes, ok. Donc, oui. Donc, l'AG, elle a accueilli finalement une centaine de participants venus de 12 pays, 24 collectifs de travailleurs et ou syndicats, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est essentiellement des collectifs, mais aussi des syndicats liés aux luttes. Et en plus de ça, 17 organisations syndicales qui donc avaient ce statut d'observateur de fédés sectoriels, essentiellement transport, logistique, commerce et alimentation. C'est important pour la suite puisque justement ce lien entre collectifs et syndicats va continuer à évoluer et continue à évoluer dans chaque pays évidemment. Il y avait aussi des coopératives de livreurs. Alors là, c'est tout un autre champ, mais qui n'a pas été beaucoup abordé lors de l'AG parce qu'il y avait déjà suffisamment à faire entre les collectifs présents. Mais finalement, il y avait CoopCycle qui était là, qui est la fédération des coopératives, qui rassemble maintenant 30 coopératives en Europe, et donc qui a fait la présentation de son projet et qui a aussi permis d'avancer à ce niveau-là sur la connaissance au moins de ce qui se fait. Donc voilà tous les acteurs ici, je ne vais pas les passer en revue. Vous avez ça aussi dans le Greza Eco pour ceux qui sont intéressés aux détails. Simplement poser la question de quelles alliances avec quels syndicats, c'est-à-dire comment les collectifs finalement dans chaque pays sont reliés différemment aux organisations syndicales. Et on va voir qu'émergent vraiment des modèles qui correspondent en fait aux modèles nationaux, qui révèlent les différents syndicalismes nationaux avec voilà, des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, dont les collectifs sont formellement liés à des syndicats institutionnels, tandis que en Italie, bon, et là en Finlande, c'est un peu un cas exceptionnel. D'ailleurs, ça a été montré dans le film. Hein, vous avez vu le gars avec sa casquette, c'est le Finlandais. Donc là, il explique pourquoi les collectifs ne se sont pas liés aux syndicats à ce moment-là. C'est les syndicats qui, en l'occurrence, étaient en position de retrait, mais
Donc là, voilà, chaque cas est différent. Pour ce qui est de la Belgique et de la France, ils sont dans la même catégorie, en l'occurrence, c'est-à-dire des collectifs informellement liés au syndicat. Alors, je laisserai parler Jean-Daniel de la France, évidemment, et en particulier du CLAP, j'imagine, parce que là, c'est vraiment très intéressant, tout le processus qui a eu lieu depuis 5 ans à Paris et ailleurs, dans les autres villes françaises, et qui sont liés donc à 2 syndicats français, Solidaire et CGT, dans le commerce. Liés, alors là, c'est pareil, tu nous en diras peut-être plus sur leur lien. Mais, voilà, donc pour ce qui est de... pareil pour la Belgique, évidemment, puisque Kyle pourra peut-être intervenir là-dessus et expliquer un petit peu comment s'est construit aussi ce lien entre collectif et syndicat et le processus d'organisation en Belgique. Voilà, j'ai presque fini. Ce que je trouve important et intéressant en tous les cas ici, c'est qu'on voit comment finalement ces liens complexes entre les collectifs de travailleurs et des syndicats existants finalement réinterrogent les différents syndicalismes nationaux et obligent à penser quelles nouvelles identités collectives sont là en germe et est-ce que finalement le syndicat est encore capable, dans certains pays, de répondre à cette attente. Mais donc maintenant, si on revient sur l'AG et les revendications qui sont mises en place, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une déclaration internationale des coursiers qui a été adoptée en fin de session, donc avec une charte de revendications communes. Donc, ce qui est intéressant, c'était le processus aussi. C'est qu'il y avait eu tout un travail chaque pays a évoqué les revendications faites pays par pays sur représentation, statut, salaire, etc. pour aboutir finalement à des revendications qui sont communes et qui apparaissent comme étant en fait, les 2 principales sont les data, la transparence des données et des applications. Donc ça c'était assez étonnant en tous les cas pour les syndicalistes classiques, puisque c'est relativement nouveau comme type de revendication. Et puis, évidemment, sinon, comme je l'ai déjà évoqué, la question des salaires. Là, la revendication qui apparaissait, c'était le garantie minimum par heure. Alors, ce n'est pas salaire garantie minimum par heure, c'est revenu prix minimum horaire. Voilà. Là, ça avait été fait dans la foulée. Là, finalement, dans la charte apparaît ce terme-là, mais en réalité, il ne parle pas de salaire, puisque justement, le salaire n'est pas un terme correct pour les indépendants. Or, justement, dans le cadre des statuts, il faut laisser le libre choix des travailleurs entre statut salarié ou indépendant, et donc on ne peut pas évoquer le terme de salaire. Enfin bon. Donc là, c'est tous des questionnements intéressants autour des revendications communes. Et enfin, je terminerai sur justement l'extension aux autres secteurs et catégories de travailleurs. Ce qui était aussi très intéressant, c'était de voir que finalement, ce qui apparaissait sur la banderole de la manifestation du dernier jour, c'était « Not just for us, but for everyone », avec cette idée d'agir pour exprimer sa solidarité avec tous les travailleurs précaires et travailleurs de plateforme. Donc ça, c'est évidemment essentiel dans l'idée, je l'ai déjà évoqué au début, donc d'être un petit peu ce que j'ai déjà appelé la face émergée de l'iceberg pour pouvoir représenter l'ensemble des travailleurs de plateforme. Après, quelques questions éventuellement pour le débat sur les alliances. Comment inventer ces nouvelles alliances avec les mouvements sociaux? Un questionnement qui peut se poser aux syndicats. Quelles alliances avec les mouvements sociaux, avec les collectifs de travailleurs atomisés, mais aussi avec les gilets jaunes. Donc toute cette question de la crise de la représentation collective aujourd'hui. Les gilets jaunes, les gilets roses, les gilets verts, ils sont en dehors du syndicat. Donc évidemment, on est en plein questionnement autour de cette représentation collective. Et évidemment, à inventer également ces alliances transnationales par la mobilisation au-delà des frontières. Donc là, on est aussi dans 2 questionnements parallèles, mais qui se recoupent finalement. Désolée pour... Jean-Daniel, c'est à toi.
Ok, merci. Alors moi du coup, je voulais déjà remercier les organisateurs de m'avoir invité. Du coup, je vais parler un peu de la situation française et je vais commencer par quand j'ai commencé à travailler pour les plateformes. Donc j'ai commencé à travailler pour Uber Eats en janvier 2017. J'étais de base, je le faisais à côté de mon travail et de mes études, donc je le faisais vraiment 10 ou 15 heures par semaine. Et j'ai été surpris assez rapidement de voir qu'en l'espace de 3 semaines, mes tarifications avaient changé 3 fois. Et donc, au bout d'un mois, je m'étais surpris à être dans les locaux de la CGT pour essayer de discuter avec d'autres livreurs et essayer de voir ce qu'on pouvait faire contre ces plateformes qui avaient apparemment tous les droits. En mars 2015, il y a eu la première grève sur Paris. Ça a été organisé par les VTC parisiens et les livreurs lyonnais, ainsi que les bordelais. Et il y avait une centaine de personnes. Il y avait eu des syndicats qui étaient venus et aussi des partis politiques. Ce qui s'est passé, c'est que les livreurs n'ont pas apprécié qu'il y ait des syndicats et des partis politiques. Donc ils ont décidé de prendre leur vélo et de faire une manifestation sauvage en laissant du coup les autres à la place de la République. Et c'est là où on a compris du coup que effectivement ce serait très difficile de faire travailler ensemble les syndicats et les travailleurs parce qu'il y a en France en tout cas on a grandi avec cette idée de rejet du syndicalisme. En fait, le syndicalisme a toujours été présenté comme quelque chose d'assez mal vu. Et c'est vrai que même les grandes victoires sociales qui ont pu avoir lieu dans l'histoire, on les a toujours attribuées au Front populaire, au président, etc., mais jamais aux travailleurs qui ont lutté pour avoir ces droits-là. Et donc, ça s'est vu directement. Et à la suite de cette grève est né le CLAP, du coup. J'en suis devenu le président un mois après. On a eu pour comme première grève une grève en août 2017 qui répondait à une obligation de Deliveroo de changer de contrat pour tous les travailleurs qui étaient avant payés à l'heure, plus des primes à la course. Et là, dorénavant, ils s'étaient payés qu'à la course. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé dans l'écueil que nous tendaient les plateformes. C'est celui de vouloir réunir tout le monde en allant chercher les livreurs un par un. Alors, il y a deux problèmes à ça. C'est que déjà, il y a énormément de livreurs sur Paris. Nous, on n'était pas forcément très nombreux non plus. Et le deuxième problème, c'était que c'était une activité très chronophage. Ça nous prenait énormément de temps parce qu'en fait, les livreurs étaient toujours seuls et ils avaient besoin de parler. Et pour parler à un seul livreur, ça nous prenait entre 30 minutes et 1h30. Donc, en plus, il venait pas à la fin, donc c'était un peu compliqué. Et donc, c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment compliqué les premières grèves, même si elles étaient quand même bien réussies. C'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Et on a réussi en France, en tout cas au fur et à mesure, à apprendre de nos erreurs. Et on a pu prendre exemple aussi sur les Anglais. Et on a commencé à réussir à bâtir des mouvements plutôt solides. Et on l'a vu notamment en août dernier, où on a réussi à rassembler presque 400 livreurs ou 500 livreurs dans toute la France, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'on a vraiment réussi à avoir un impact médiatique sur Deliveroo qui leur a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et qui a même contraint Uber à vouloir négocier avec nous parce qu'ils avaient peur qu'on fasse de même avec Uber et ils avaient peur d'une telle représailles médiatique. Et donc voilà, après pour parler du coup de l'AG, c'est vrai qu'on était très impatients d'y aller. C'était quelque chose qui avait été organisé par l'Alter Summit et également React, et qu'on remercie aussi d'ailleurs pour ça. C'est vrai que il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement dans cette AG, il y avait eu beaucoup d'envie. On n'a pas réussi à transformer cette envie en acte, parce que pour l'instant, ça fait un an, il ne s'est pas passé grand-chose avec l'AG, enfin avec la TFC. Mais on pense, en tout cas, surtout en France, qu'il y a un potentiel qui est énorme derrière cette Transnational Federation of Couriers, et que le but, ce sera vraiment d'essayer de structurer cette entité et d'en faire quelque chose une arme réellement puissante contre les plateformes, et également de pouvoir aussi agir au niveau
des institutions régionales comme le Parlement européen, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, parce qu'on sait que les plateformes font un lobbying assez fort au niveau du Parlement européen, et que le but, ce serait de pouvoir faire un contre-lobbying et les avoir à leur propre jeu et les montrer qu'effectivement, ils se trompent, enfin ils mentent surtout, et que les travailleurs pâtissent de leur politique très, 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 très brutale. Merci. Kyle, tu veux intervenir sur la situation belge actuelle? Oui, on a un prototype. Les autres membres du collectif, allez-y. Je ne suis pas le seul à dire mon mot là-dessus, mais bon. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai commencé à livrer en juillet 2018. Puis en octobre, j'étais présent lors de l'Assemblée générale et la création de la Fédération transnationale des coursiers. Et puis, comme moi, je suis basé à Gand pour le moment, mais l'exil de Gand finira bientôt. Je rentre sur Bruxelles. Mais donc, voilà, moi, j'ai essayé de construire le collectif là-bas. Et ça a bien réussi, en fait. Pour le moment, on est 4 membres vraiment actifs. Mais en juin dernier, on a fait une grève qui était très bien réussie. On avait 40 coursiers qui faisaient grève sur 80 qui travaillent normalement le samedi soir. On a bloqué le McDo sur la place centrale de Gand et encore quelques autres restos. Voilà, c'était une grosse expérience pour tous les coursiers présents. Il y avait 40 coursiers qui étaient en grève, mais 15 coursiers qui étaient présents. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, voilà, c'était une très bonne expérience et ça a aussi renforcé un peu l'envie de lutter contre ces plateformes. On se disait, ils nous ont pris plein de fois, maintenant c'était à notre tour de les bien, voilà, oui, voilà. Donc, entre-temps, oui, on a aussi fait une action à Bruxelles, puisque pendant toute cette année-là, en fait, on a aussi eu des changements de tarification et tout. Et en gros, les revenus de tous les coursiers un peu partout en Belgique étaient baissés de 30% en un an. Donc, en mai, on est allé au siège principal de Deliveroo, qui était de nouveau une action qui était très bien couverte dans les médias, comme toutes les autres actions en fait. Il faut vraiment jouer là-dessus. Et je pense aussi, un peu l'expérience que moi j'ai eue de cette descente sur les locaux de Deliveroo, c'est qu'il faut vraiment avoir des revendications précises. Puisque si tu n'en as pas, si tu dis juste on est là pour dire que la situation est mauvaise, c'est pas très clair. Alors que quand tu as des revendications claires, tu peux vraiment mettre Deliveroo dans la défensive, quoi, dans la défense. C'est aussi quelque chose qui s'est passé à Gand. Et je vais juste finir là-dessus. C'est qu'une semaine avant, en fait, on était 2 et puis on est arrivé à 10 coursiers qui allaient faire grève. Mais on n'était pas nombreux, mais on était déjà passé dans les médias avec l'appel à la grève. Et Deliveroo a un peu flashé là-dessus, puisque tout d'un coup, il disait dans les médias aussi, très publiquement, qu'en fait, il n'y avait pas eu de réduction de revenus. Et ça a tellement fâché tous les coursiers que notre grève a bien plombé. Voilà, donc maintenant on est de nouveau dans un changement de tarification. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails puisque avec tous les statuts c'est un peu complexe, mais donc il y a de nouveau le besoin d'aller en action. Aussi à Gand, on a quand même eu l'expérience de cette grève que malgré que Deliveroo n'a pas
n'a pas, comment dire, dit qu'on avait gagné gain de cause. On a quand même gagné gain de cause puisque pendant l'été, nos revenus ont augmenté de nouveau de manière, oui, bon, voilà. Donc maintenant, on est un peu à ce stade-là. Il y a 2 collectifs qui sont actifs, donc c'est à Gand et Bruxelles. Mais je pense que, on vient de le dire, il y a beaucoup de coursiers qui sont chauds à aller en lutte, mais on n'est pas bien organisé, donc on doit trouver des solutions par rapport à ça. Donc, première réunion après cette réunion-ci. Et puis, on a aussi l'idée d'avoir une assemblée générale des collectifs en Belgique pour le 9 novembre et pour y voter un cahier de revendications. Et donc, si nos camarades français voudraient venir, ils sont les bienvenus, quoi. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que le champ est large. On va passer à questions, réactions. Il y a quand même un peu de monde, donc je vous demanderai de poser des questions, des réactions, pas trop longues, s'il vous plaît. Bonsoir. Il y a une campagne en Belgique des syndicats pour une revendication de, je ne sais pas si c'est net ou brut, de 14 € net par heure. Est-ce que vous êtes dans les revendications aussi au niveau salarial de 14 € par heure aussi au niveau des coursiers? Merci. On va prendre encore une ou deux autres questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou... Oui. Oui, vas-y. Et il y en a une là-bas. Ouais. Merci. Donc, je m'appelle Christophe de Gries. Moi, j'aurais simplement voulu poser la question de s'il fallait vous demander c'est quoi les 2 ou 3 revendications principales de la fédération. C'est quoi? Est-ce que c'est le statut? Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que ce sont les conditions de travail? Voilà, merci. Et alors, il y en avait encore une là. Je ne sais pas si j'arriverai jusque-là. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur un des points de la présentation au début sur la concurrence naturelle entre Deliveroo, Uber, etc. Est-ce que finalement, c'est une bonne chose ou pas? Et voilà, est-ce que vous pouvez développer sur les avantages et les inconvénients de cette concurrence comparé à un scénario où il n'y aurait qu'un seul? Voilà. Voilà, donc la campagne 14 €, quid? Il y a la question ici de la hiérarchie des revendications de la fédération, des discussions. Et alors, oligopole ou monopole? Quelle est la moins mauvaise situation? Alors du coup, je vais répondre aux 2 dernières questions, parce que je crois que la première n'était pas adressée. Oui, je crois qu'elle n'était pas vraiment très pour moi. Du coup, pour la deuxième question, on a pu trouver les 3 priorités qui étaient pour nous dans cette charte. Alors la première, c'est le fait de pouvoir avoir des collectifs qui soient reconnus ou des syndicats, donc le droit d'être représenté. La deuxième, c'est le droit d'avoir le droit de vue sur l'algorithme, de pouvoir avoir accès à nos données et de voir comment est constitué l'algorithme, qui est-ce qu'il privilégie ou non. Et le dernier, c'est du coup la protection des gens qui font grève. Et, je crois que j'en ai oublié un. Ah non, c'est le minimum horaire garanti, parce que ça c'était le premier. Du coup, le troisième, c'était le minimum horaire garanti, du coup. Voilà. Il n'y a pas de statut qui rentre en question, parce qu'on sait que le statut, par exemple en France ou en Angleterre, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de livreurs qui approuvent le statut qu'ils ont. Ils souhaitent juste avoir plus de protection. Et je pense que c'est vraiment un écueil que ça serait d'aller dans cette idée de vouloir changer de statut. On sait qu'en France, il y a eu beaucoup de problèmes parce que certaines personnes demandaient à être salariés, alors que 95% des travailleurs
souhaitent rester indépendants, mais avoir plus de protection. Parce qu'il y a un vrai refus du salariat en France, en tout cas. Enfin, de ces travailleurs-là en France, en tout cas. Et la troisième question, c'était... Alors du coup, je vais remonter un petit peu plus en avant par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. En fin été 2016, il y a eu en France la chute de Take It Easy, qui était le leader tout simplement en France. Et ça a eu comme conséquence immédiate, en septembre 2016, ça avait commencé, que toutes les plateformes ont essayé d'en profiter pour baisser leurs prix. Parce qu'il y a eu tous les livreurs Take It Easy qui ont voulu partir travailler dans d'autres plateformes. Donc il y avait un surplus de livreurs et ils en ont tous profité pour baisser leurs prix. Donc Deliveroo et Uber ont commencé leur passage vers une tarification à la course et la fin d'une tarification avec minimum horaire garanti. Et Stuart aussi a grandement réduit les minimums horaires garantis. Donc moins ils seront et plus ils prendront de marge sur les restaurateurs et plus ils baisseront les prix des livreurs. Et ça, même les plateformes le disent aux restaurateurs que le jour où ils auront monopole, ils prendront un pourcentage beaucoup plus élevé que ce qu'ils prennent maintenant. Oui, sur la question de la priorité des revendications, en fait, là, le classement qui a été fait dans l'ordre, c'était par rapport à l'importance de la catégorie. C'est évalué au nombre de fois où mention en a été faite lors de la restitution des groupes de travail. Donc, les datas étaient apparues. En fait, il y avait 4 groupes de travail parallèles qui arrivaient à des revendications communes. Et donc, à la fin, on a comptabilisé le nombre de fois où apparaissait. Donc, voilà, c'est très. C'est une façon de créer des priorités qui n'était pas forcément évidente. Mais tu évoquais la représentation collective comme étant première, mais est-ce que ce n'est pas plutôt pour le cas français ? Non, on avait vu ça sur WhatsApp, c'était vraiment international. Parce qu'après, chacun, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que chacun utilise cette charte. Alors après, je pense qu'en effet, chaque fois, c'est salaire, représentation collective et data, sachant que le statut qui est au milieu, en fait, il est lié à la façon de voir le salaire. Parce que garantie minimum par heure, un salaire horaire aussi peut être directement lié à un statut de salarié, quoi. Donc, je pense que le statut est forcé. Enfin, tu le dis comme étant faisant pas partie. Ça reste un questionnement permanent autour du statut, mais avec le libre choix des travailleurs entre salariés ou indépendants, quoi. Et sinon, oui, pour ce qui est des 14 €, je pense que ça, c'est plutôt Cal qui devrait répondre. Mais il me semble que l'idée, c'est quand même d'aller vers ça aussi en Belgique, d'aller vers cette idée, cette revendication FGTB, justement de la lier, que les coursiers, tu me contrediras, Kyle, si je me trompe, mais je pense que le collectif qui va se créer, qui va continuer à vivre, va essayer d'aller vers cette revendication. Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Leïla Chebi, je suis députée au Parlement européen, une députée française. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est vrai que Anne Dufresne, ça fait un moment que j'avais entendu parler de vos travaux et vraiment c'était très clair. Et je vais lire l'étude. Bon, je vais être très brève, mais pendant j'aurai pas mal de questions. Juste une chose, tu disais, Jean-Daniel, que tu parlais de l'intervention auprès du Parlement européen. Donc c'est vrai que là, dans l'exposé, on a beaucoup vu les liens qu'il pouvait y avoir un peu ambigus entre les collectifs et les syndicats, mais il n'était pas question donc, du lien entre les collectifs et les politiques. Enfin, moi, mon avis, c'est que, en tout cas, nous, du coup, je parle là en tant qu'élu, on doit être utilisé de la France insoumise. Ouais. On est donc du groupe La Gauche unitaire européenne. Et il me semble que notre rôle, c'est d'être utilisé, de vous servir à arriver à vos fins, à faire en sorte que vos revendications elles aboutissent. Et donc, il ne faut pas utiliser. Et dans ce sens-là, donc, il va y avoir
il y a un projet de directive au Parlement européen. Donc vous savez, les directives, c'est ce qui est ensuite transformé en loi dans les États membres de l'Union européenne. Et donc là, il est question d'une directive sur les droits, sur les travailleurs des plateformes. Maintenant, toute la question justement qui se pose, c'est qu'on ne sait pas si ça va aller dans le sens de l'intérêt des plateformes ou dans le sens de l'intérêt des livreurs, enfin des travailleurs des plateformes. Mais justement, alors moi, la question maintenant que je pose, c'est, sachant que voilà, en gros, nous, on est à votre service, tout le débat qu'il y a sur troisième statut, salariat, indépendant, en fait, si on veut, là, quand je vous entends, en fait, c'est vrai que nous, à la base, moi, j'étais plutôt encline à se dire le modèle, l'idéal, c'était ce qui se peut passer en Californie. Donc, avec, en fait, on requalifie tout le monde en salariés. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc la question, c'est qu'est-ce que, pour aller dans votre sens, en fait, est-ce que l'objectif, c'est que cette directive, elle aboutisse à dire qu'il faut que tous les travailleurs des plateformes, en fait, aient les mêmes droits que les salariés, soient des salariés, ou est-ce qu'il faut créer un troisième statut? Sachant que j'ai rencontré le lobby d'Uber la semaine dernière, parce que du coup, je les avais contactés pour avoir aussi leur point de vue. J'ai eu un échange donc, avec Uber, les représentants d'Uber, et c'était super intéressant, parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent non, mais tout va bien, en fait, on reste comme ça, là où on en est, on reste au statu quo. Et en fait, le gars me disait, ils ont intégré, en fait, on dirait qu'ils ont tellement peur que ce qui se passe en Europe, ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'ils en sont au coup d'après. Et ils ont intégré, le gars disait, bah oui, c'est sûr, il y a un problème, il n'y a pas assez de protection sociale, il faut vraiment que la directive, elle s'attaque à ça. Donc, on va aller, j'ai l'impression que, je me demande si c'est pas un piège, en fait, d'aller sur la question du troisième statut. Donc ça, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez, tous les deux. Voilà ça. Et juste une autre chose, en fait, pour vous dire que le 12 décembre, en fait, il va y avoir un rendez-vous, donc le contenu n'est pas encore fixé, mais organisé au Parlement européen entre donc, le groupe, la délégation France Insoumise, les Espagnols de Podemos et les Portugais du Bloco de Esquerda, donc toujours dans notre famille politique, et sur l'ubérisation. Et donc, bon, je t'en ai déjà parlé, Jean-Daniel, et donc... voilà, vous êtes évidemment invité à la partie colloque, mais alors je sais que les Espagnols de leur côté veulent utiliser ce rendez-vous, sachant qu'il y a les fonds du Parlement européen, hein, c'est une autre manière d'utiliser le politique, c'est d'utiliser l'argent du politique pour le coup. C'est que comme il y a des fonds qui sont dédiés à cet événement, les Espagnols, vos partenaires espagnols voudraient utiliser ce rendez-vous pour faire une assemblée et un rendez-vous, un rassemblement devant la Commission européenne. Peut-être que les Belges qui sont ici ont plus d'informations. Enfin voilà, c'était juste pour info. En tout cas, ce sera le 12 décembre. Vous avez demandé la parole ou non? Je me suis trompé. Donc c'est là. Je ne sais pas si je vais arriver jusque vous. En plus, je vais renverser un verre de vin. Il faut que tu te déplaces un petit peu. Oui, bonsoir, Jean-Bernard du collectif, avec Kyle et Douglas aussi, et Kenzie qui sont là. Enfin, on est plusieurs du collectif. Je voulais juste apporter une précision d'abord. En fait, ce n'est pas 14 €, mais nous, on demande un minimum horaire garanti. C'était plutôt cette revendication. Et effectivement, on peut préciser que sur les 3 revendications, en fonction des pays, il y en a qui sortent plus que d'autres. En termes de troisième statut, justement, on parle souvent d'un troisième statut. Bon, de fait, il vient d'être créé. Je viens d'écrire une lettre ouverte là-dessus. Il y a un troisième statut qui vient d'être créé par le biais du SPF Finance, qui correspond au ministère des Finances en Belgique. Donc nous, généralement, les coursiers, eux, ce qu'ils veulent, c'est le choix du statut, pas un troisième statut, c'est-à-dire soit le statut indépendant, soit le statut salarié, mais que ce soit un choix de leur part. Donc ça, c'était une autre précision. Il y avait quoi autrement? Il y avait une dernière chose, et là, c'est dans ma question qui est en fait plus ou moins une réaction, et je suis content qu'on ait Leïla ici, parce qu'on a aussi le pouvoir politique, c'est qu'on voit très clairement une collusion politique, que ce soit dans le recrutement des personnes qui vont travailler chez Deliveroo ou chez Uber Eats. On voit en France c'est ce dirigeant qui vient du ministère de l'économie numérique. On voit le CEO de Deliveroo Belgique qui est en fait un ancien lobbyiste et dans les commissions parlementaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie aussi qui constituerait à ce que disait Kai tout à l'heure, à justement fortement médiatiser,
à appuyer sur le politique, mais fortement, puisque je pense qu'il y a une des solutions qui doit venir par le politique. Si on veut faire avancer les choses, il faut aussi qu'à un moment donné, le politique dise stop. On a arrêté certaines pratiques qui consistaient à ne pas vivre de la rentabilité de sa vente, exactement comme font Deliveroo et Uber Eats, c'est-à-dire que ce n'est pas le produit de la vente qui est rentable pour eux, on ne sait pas ce qui est rentable pour eux, ce sont des boîtes qui ne sont toujours pas rentables. Il y a d'autres économies comme ça, alors c'est un peu audacieux, il y a d'autres systèmes qui ne... Je vais y arriver, hein, pardon. Il y a d'autres systèmes, j'ai plus l'habitude de courir, je suis plus coursier. Il y a d'autres systèmes qui ne font pas de rentabilité par le produit de la vente, et c'est ce qu'on appelle les systèmes de Ponzi. Ça pose la question, en fait, tout simplement, chez Deliveroo ou Uber Eats, qui vantent le concept de The Winner Take It All, est-ce qu'un jour elles seront rentables en dehors de leur data, puisque la seule valeur marchande qu'ils ont, c'est les data. Pour être rentable, il faudrait quasiment que les coursiers ne fonctionnent plus qu'au pourboire. Alors, qu'en est-il de cette spéculation? Puisque finalement, les fonds d'investissement, ils font rien d'autre que de jouer au casino. Ils ont exactement la même chose. Qu'en est-il de cette spéculation? Et comment, médiatiquement, et comment on communique là-dessus, justement pour attirer l'opinion publique en disant, attention, ce système, s'il fait faillite, comme on l'a vu pour Take It Easy, c'est une catastrophe pour tous les livreurs, c'est une catastrophe pour tous les restaurants. On voit Take It Easy, tu parlais, en France, ça a fait des dégâts et ça a permis de baisser la tarification des livreurs. En Belgique, c'est des restaurants qui se sont retrouvés avec 30 000 euros. Take It Easy leur devait 30 000 euros, puisque ça fonctionne comme ça. Ils prennent l'intégralité de la recette du restaurant, ils leur reversent les 70% qui leur sont dus. Quand ils font faillite, ils ont l'intégralité de la recette pour 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est exactement pareil chez les coursiers. Et la question, c'est de savoir, à mon avis aussi, c'est comment on attire absolument l'œil des gens là-dessus, en disant qu'on n'est pas loin quand même de l'escroquerie. Merci. Donc, ouais, Leïla, ouais, enchantée. En effet, on devait se rencontrer, donc ça tombe bien. Et du coup, sur le 3e statut, moi, je pense qu'en effet, c'est une arnaque, enfin, de mon point de vue, et en tous les cas, du point de vue de certains juristes progressistes, c'est-à-dire qui pensent que l'idée de créer ce 3e statut, en fait, il y a 2 cas pour l'instant en Europe, c'est Workers en Angleterre et les workers anglais, c'est un 3e statut qui existe déjà, et le parasubordinato en Italie. Et en fait, on voit très bien que dans le cas anglais, ce 3e statut, en fait, qui est relativement protecteur, eh ben, les plateformes, ce qu'elles font, c'est qu'elles se débrouillent pour l'éviter. Donc, elles vont finalement faire en sorte de ne pas utiliser ce 3e statut. Et dans le cas où il est peu protecteur, comme les parasubordinato en Italie, dans ce cas-là, justement, c'est très dangereux, puisque ça empêche d'aller vers une requalification, puisqu'il y a ce 3e statut. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas très intéressant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est important que Jean-Bernard ait signalé ce 3e statut belge qui vient d'arriver, qui est aussi très dangereux, quoi. Et en effet, je pense que ce que tu dis est tout à fait juste, Jean-Bernard, sur l'importance de la médiatisation et d'aller vers une interpellation du politique de plus en plus forte. On voit ce qui s'est passé en France avec la loi L'Homme. C'est quand même assez catastrophique que cette loi soit passée, puisque elle n'est pas passée. Non, que cette loi soit en bonne marche. Disons qu'avec l'amendement Taché qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, là, ça y est, ils sont revenus à l'attaque. Et cette mesure, justement, elle est faite pour créer une zone grise entre salariés et indépendants. Donc, avec cette loi, ce projet de loi qui est en bonne passe, justement, et ben là, on va vers ça. Et c'est vraiment pas une bonne chose, puisque l'idée, c'est le refus d'appliquer le droit du travail, en fait. C'est quand même ça qu'il y a derrière, quoi. Alors, du coup, par rapport aux politiques, au CLAP, on a toujours pensé que c'était la meilleure solution, puisque c'est
c'est par le législateur qu'on pourra vraiment obtenir des lois qui sont erga omnes, enfin qui s'appliquent à tous, pardon. Et après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jugements qui ont été en notre faveur, sauf que les jugements s'appliquent seulement pour des cas d'espèce. Et donc du coup, malgré la décision Take It Easy d'il y a un an, tous les livreurs restent indépendants et tous les livreurs restent de plus en plus précarisés. Donc nous, on veut vraiment aller vers le législateur ou aussi le législateur européen pour essayer de mettre la pression pour forcer aussi les pouvoirs publics à prendre des décisions contre quelque chose qui ne fait que s'empirer. Après, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, Jean-Bernard, par rapport à la situation que les plateformes mettent en place et cette nécessité du politique. Après, je vais juste apporter une petite précision qui nous surprend, nous aussi, beaucoup en France. Mais il faut savoir que Deliveroo, cette année, fait 2 millions d'euros de bénéfices en France. Donc ils ont réussi, c'est la seule entreprise qui est rentable. Et il n'y a qu'en France que Deliveroo est rentable. Mais Deliveroo a réussi à être rentable grâce à la livraison en France. Et ça, on ne l'explique pas vraiment, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés, en précarisant beaucoup les travailleurs, c'est certain. Mais c'était juste pour expliquer qu'effectivement, il y avait un tout petit point à rajouter là-dessus. Mais après, je reste d'accord sur l'idée qu'effectivement, c'est des plateformes qui, par essence, ne sont très, très, très difficilement rentables. Et que pour être rentable, en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est ponctionner au maximum sur les travailleurs et sur les restaurateurs, jusqu'à les asphyxier et pour eux pouvoir gagner quelques millions par rapport aux sommes investies. Si. Un dernier tour de questions. Il y en a une ici et puis je vais derrière. Vous parlez du modèle économique de ces sociétés, mais en fait, l'enjeu aussi pour elles, c'est des valorisations en bourse énormes. Et donc, la dernière levée de fonds de Deliveroo, c'est 570 millions de dollars, avec Amazon qui rentre dans la danse. Donc, je pense que c'est aussi là que ces sociétés veulent évidemment faire la différence. C'est des batailles à coût de millions de dollars investis. Tu peux lever ton pied. Super. Il faut que vous me rejoigniez. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Esteban, je suis encore étudiant en droit, dernière année. Je ne suis pas cycliste. Et je m'intéresse justement au statut social des travailleurs de plateforme. Je voudrais juste avant de poser ma petite question, c'est revenir sur le 3e statut. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose on débat assez bien actuellement du 3e statut, mais je pense aussi que c'est un gros problème, comme tu l'as dit, parce que déjà pour l'instant on est avec 2 statuts, et à chaque fois qu'il y a des batailles judiciaires, on coupe les cheveux en 4 pour essayer de savoir si on est dans une telle case ou dans l'autre. Alors ici, si on met un 3e statut, déjà de 1, on va tout simplement grignoter sur le statut de salarié, et de 2, on va avoir, au lieu d'une frontière, on va avoir 2 frontières. Donc entre le statut d'indépendant d'un côté, le salarié, le statut intermédiaire. Et alors, ça va de nouveau être la même chose. On va se prendre la tête dans les cours et tribunaux pour essayer de savoir si on est dans telle case, dans l'autre ou dans l'autre. Ça va juste être plus de complications. Et en fin de compte, les prochaines plateformes ou les plateformes actuelles qui vont se réactualiser avec le droit, eh bien, elles vont avoir aussi facile à contourner les textes législatifs pour se retrouver finalement dans la case qui les intéresse. Donc effectivement, ce 3e statut, moi je pense que c'est un peu un leurre. Et effectivement, en Angleterre déjà, on se retrouve dans des situations où on se retrouve dans ces situations-là. Donc un conseil, je pense, ce serait quand même à éviter. Tout simplement, il faut défendre le statut salarié, qui est le statut le plus protecteur jusqu'à présent, et éviter de se dire, ok, on va concéder finalement un 3e statut, qui est tout simplement se dire, ok, on commence à grignoter sur le statut de salarié, quoi. Je pense que, alors ma question maintenant qui vous est adressée, c'est celle de comment est-ce que vous vous organisez en fait en interne, parce que je pense que les difficultés qu'il y a, les débats que j'entends qu'il y a par rapport à est-ce qu'on veut un statut salarié ou pas et tout ça, j'ai l'impression, est-ce que ça fait pas écho au fait qu'il y a quand même des profils très différents dans les coursiers, et donc je pense surtout à l'étudiant qui va
qui va s'inscrire et qui va passer tout simplement 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Lui, il ne pense pas encore à sa pension, il ne pense pas au chômage, il ne pense sans doute pas à la question des accidents du travail. Et donc pour lui, effectivement, le statut d'indépendant, dans sa tête, c'est génial. Ça lui donne toute une liberté qu'il ne pourrait pas espérer avoir avec un contrat de travail. Et de l'autre côté, par contre, il y a toutes les personnes qui, avec la précarisation actuelle du marché du travail, finalement, se retrouvent à en faire pas un boulot d'appoint, mais leur gagne-pain de tous les mois, quoi. Donc, comment vous faites un peu pour, ici en France et en Belgique, pour essayer de concilier un peu ces groupes, je pense, qui ont quand même des intérêts différents dans les plateformes je ne sais même pas si c'est une question que vous vous étiez posée préalablement. Donc voilà, merci. Merci. Il y avait là, je reviens. On refera encore un dernier tour, ça va? Tu gardes ta question? Bonjour, je m'appelle Douglas, je suis membre du collectif, je suis livreur. Maintenant, j'ai la chance d'être livreur salarié pour une chaîne de pharmacie, donc c'est autre chose. Je voulais pas te narguer. J'avais juste d'abord une question et aussi peut-être une intervention pour répondre à cette question de statut. Moi, je pense que tout le monde dans la salle ici est convaincu, évidemment, du fait que le salariat, c'est la base, c'est le mieux. Évidemment, c'est beaucoup, on veut aspirer à mieux que le salariat encore. Ce serait la collectivisation. Mais au-delà de ça, il y a un peu une position facile qui serait de dire non, mais il faut le salariat, il faut en parler au coursier, il faut réclamer ça. Mais nous tous, en fait, quand on est livreur et qu'on est impliqué dans des collectifs et qu'on essaye d'organiser les livreurs, on a une perspective un peu différente. Parce que c'est facile d'aller chez un livreur et lui dire hey, « sois salarié ». Mais en fait, comme tu le dis, Esteban, être livreur, c'est énormément de réalités différentes. Et il y a beaucoup de gens, probablement parfois pour des mauvaises raisons, mais parfois aussi pour des bonnes raisons, qui ne pourraient pas bénéficier du statut de salarié, du statut et de tout ce qui viendrait avec et la protection sociale. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant à un livreur qui, en Belgique, est sans papier grâce au fait qu'il y a cette loi qui, je suis d'accord, est horrible, qui est celle sur l'économie collaborative, qui permet de multiplier les faux comptes sans devoir être redevable vis-à-vis de l'État ou de rien, mais qui en attendant on peut emprunter le compte de quelqu'un parce qu'une autre personne qui a des papiers peut ouvrir un compte et ça lui coûtera rien, et peut rouler sur ce compte, parfois gratuitement et tant mieux pour lui, parfois c'est horrible mais ça donne lieu à un commerce et il doit payer. Mais en attendant, ces gens-là, on ne peut plus s'adresser à eux dès qu'on parle du fait qu'on veut salarier tout le monde. Alors c'est une position qui est vachement intenable, c'est une position difficile, mais je pense en attendant, moi même si j'ai aucune réponse pour le moment à cette question, que c'est pas tenable pour nous de juste revendiquer dans l'état actuel des choses le salariat. Voilà, ça c'est un truc. Alors il y a une petite facilité, ce serait de dire on laisse le choix, et c'est vrai que ça nous permet de ne pas trancher la question tout de suite. Mais moi, quand Léla, tu poses la question de ok, qu'est-ce qu'on doit faire nous les législateurs, je suis un peu perdu et après ça nous rappelle que tout est lié et qu'évidemment il faut aussi travailler sur la régularisation des sans-papiers, tout fait partie d'un énorme tableau. Puis j'ai une question, Jean-Daniel, dans le super documentaire film sur l'Assemblée Générale, il y a, je pense c'est Arthur qui le dit à un moment, qui dit c'est les plateformes qui donnent le tempo. Et moi, je me rends compte de ça aussi. Si on regarde l'écrasante majorité des grosses grèves ou grosses mobilisations européennes, on est à chaque fois dans une position, on est sur la défensive. En France, les premières grosses grèves il y a 2 ans, c'était quand la rémunération à l'heure, donc tu l'expliquais, est passée à la trappe. Chez nous, c'est quand Deliveroo nous a refusé le salariat. En France, à nouveau, là, c'est quand la grille de rémunération a été revue à la baisse et les courses à 2 € sont apparues. La France, c'est un peu un laboratoire pour nous, donc a priori, ça va bientôt arriver ici aussi. Et donc moi, ma question est, est-ce que vous, au CLAP, vous avez déjà réfléchi à une alternative pour qu'on arrête d'être à chaque fois acculé, à chaque fois sur la défensive? Est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça? Parce que je sais que chez nous, c'est très compliqué d'essayer de lancer un mouvement quand les gens ne sont pas encore attaqués. Moi, ça me paraît compliqué à chaque fois d'essayer de mobiliser des gens vraiment en nombre et de faire un gros mouvement pour demander du mieux, alors que souvent, en fait, les gens ne sont prêts à se mobiliser que quand ils sont vraiment attaqués et qu'on leur propose des courses à 2 € au lieu de 5. Et je voulais savoir si tu avais des conseils stratégiques à partager. Voilà, merci. Alors,
Du coup, pour répondre à ta dernière question, alors on en a trouvé récemment, mais je ne peux pas en parler publiquement, donc on en parlera tout à l'heure si tu veux. Mais on en a trouvé et ça pourrait être intéressant dans les prochains mois qui arriveront. Et j'espère qu'on vous permettra de faire pareil en Belgique et qu'on arrivera à le faire en France aussi. Du coup, tu m'as rappelé que je n'ai pas répondu à la question de Leïla par rapport à qu'est-ce que le législateur devrait, dans quelle voie on devrait emmener le législateur. Du coup, en fait, il y a eu au niveau européen, je ne sais pas si tu en as entendu parler, une initiative citoyenne européenne qui demandait à ce que les travailleurs des plateformes soient tous payés à un minimum horaire garanti qui serait défini par les États membres du coup. Et du coup, c'est ce genre de choses-là qui quand la personne qui a fait cette initiative est venue nous voir et qui est venue voir 5 pays européens, bah, tout le monde était d'accord en fait, parce que ça nous a tous mis d'accord, parce que ça permet aux gens qui ne sont pas salariés de pouvoir avoir un garantie minimum et donc monter un peu les conditions. Après, c'est vrai que effectivement, à chaque fois qu'on voit des gens qui ne sont pas du terrain, la facilité, c'est de dire effectivement que tout le monde devrait être salarié. Alors, je pense que c'est un piège, un vrai piège, parce que ça peut paraître très facile, enfin, je le comprendrais moi-même vu de l'extérieur que ça peut paraître facile, mais il y a deux choses à prendre en compte à ce niveau-là. La première, c'est que, en fait, nous, on est un collectif, on s'estime que le but, c'est de faire porter la parole des travailleurs. Et là, du coup, je parlerai en mon nom et pas du tout au nom des travailleurs. Je parlerai parce que je dirais que Jean-Daniel, j'ai fait des études de droit et je me suis rendu compte que le salariat, c'est ce qu'il y avait de mieux. Sauf que c'est pas la réalité des travailleurs et eux ne sont pas d'accord. Et ça peut poser un deuxième problème, c'est que si on obtient ce statut et que les plateformes tombent, et ben ces travailleurs-là, ils auront une colère contre les syndicats, contre les gens qui les représentent et qui prennent leur voix pour faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ils auront peut-être même raison en fait, puisque du coup c'est pas du tout démocratique que des gens décident pour eux qu'on aille dans une direction plutôt que celle qu'ils ont décidée. Et donc je pense que nous, notre but, c'est vraiment d'informer les travailleurs et de leur proposer des idées, parce qu'il y a eu des projets de loi intéressants qui ont permis de concilier le travail de ces travailleurs avec le droit du travail. Il y a eu le travail fascinant de Barbara Gomez qui a proposé un projet de loi pour que les travailleurs gardent un peu cette flexibilité qu'ils préconisent et qu'ils aient en même temps et qu'ils soient assimilés à des travailleurs dans le code du travail, et donc qu'ils aient ces protections, qu'ils aient des vacances, des congés payés et des protections sociales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait réellement intéresser les travailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment aussi, c'est la difficulté du terrain, vraiment essayer d'écouter ces travailleurs et essayer de ne pas leur imposer, leur dire et penser qu'on sait mieux qu'eux. Et justement essayer de trouver des solutions qui pourraient leur convenir à eux aussi. Et du coup, par rapport aux levées de fonds aussi, oui, c'est des plateformes qui survivent qu'avec des levées de fonds, mais du coup, Anne l'a expliqué tout à l'heure dans son diaporama. Et donc, du coup, je pense que je ne reviendrai pas là-dessus. Oui, sur la tactique, là, sur la question du statut salarié, moi, je me souviens qu'il y a eu beaucoup de discussions à l'AG autour de ça. Ça a été l'objet de au moins 1 heure de discussion sur d'arriver sur le libre choix des travailleurs entre salariés ou indépendants comme revendication commune. Et zut, la batterie est faible, mais c'est justement, ce qui était intéressant ici, c'est par rapport à ce que tu disais, Douglas, les Hollandais, est-ce qu'on le voit encore? Non, on ne le voit plus. La citation des Hollandais qui justement était vraiment sur cette idée que on ne pouvait pas voilà ce que disait Riders Union aux Pays-Bas. Nous devons aussi protéger les travailleurs les plus vulnérables. Certains travailleurs immigrés en particulier, les sans-papiers, perdraient leur source de revenus. Donc, c'est un peu un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire, au lieu d'aller vers une régularisation, comme tu disais, des sans-papiers, on va les laisser travailler pour des comptes. Donc voilà, il y a toute cette logique un peu inversée parfois. Et il y avait les Anglais, par exemple, disaient que justement c'était tactique, qu'il fallait d'abord proposer ce libre choix entre les statuts pour donc proposer le libre choix aux travailleurs et non aux employeurs
Ça, c'est quand même assez important. Pour pouvoir réunir justement l'ensemble des différentes catégories, étudiants, indépendants complémentaires et travailleurs sous-employés à 70 heures semaine, toutes ces différentes catégories en effet très hétérogènes de coursiers, pour les réunir dans la lutte en défendant des avancées concrètes par ailleurs, quoi. Donc c'est des tactiques de collectif qui vont dans ce sens-là, quitte à les conscientiser ensuite peu à peu sur l'importance du contrat salarié. Ça, en tous les cas, c'était la logique des Anglais de la IWGB, et qui souhaitaient à la fois donc, conscientiser de l'importance du contrat salarié et démystifier les avantages du freelance aussi dans la tête des travailleurs qui sont dans une autonomie subie finalement. Du coup, on avait parlé d'étudiants à un moment, et je voulais juste préciser que, en fait, en France, on a dépassé le moment où il y avait des étudiants, et ça fait longtemps qu'il n'y a plus du tout d'étudiants, en fait, puisque c'est devenu tellement précaire qu'on n'a que des travailleurs vraiment précarisés en fin de droit ou au chômage, et les étudiants n'ont pas le temps, en fait, de travailler avec ces plateformes parce qu'il faut travailler un nombre d'heures trop élevé qui sera jamais en adéquation avec leurs études. Voilà, c'est juste une petite précision. Merci. Alors, je refais un dernier tour. D'abord, toi. Alors bonsoir, moi je suis étudiant. Je me demandais par rapport à la question de la charte, j'avais entendu qu'en France il y avait les projets de développer une charte que Deliveroo s'engagerait à respecter, et je me demande si elle n'est pas en lien avec la loi LOM, qu'elle garantirait des minima sociaux les plus minimums possibles. Je sais qu'il était question apparemment d'un partenariat avec AXA pour faire des assurances pour les livreurs. Et le patron de Deliveroo présentait ça comme étant la pointe du progrès social et disait qu'il faudrait essayer de le remettre dans les tuyaux du projet de directive européenne pour que ce soit généralisé à tous les pays européens, cette charte. Et le problème, c'est qu'avec cette charte, comme Deliveroo s'engage pour certaines choses, ça verrouillerait en même temps les autres possibilités de revendication. Comme, j'imagine, par exemple, pour les assurances, vous ne pourriez plus ensuite revendiquer quelque chose qui vous couvrirait réellement et qui serait seulement, donc, Deliveroo vous répondrait seulement, on a déjà traité cette question, vous ne pouvez plus lutter pour ça. Est-ce que, du coup, vous avez, par rapport à une stratégie de lobbying ou sur le droit, comment est-ce que vous envisagez les choses ? Ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Merci. Il y avait une intervention ici. Il va falloir que tu viennes. Je voulais avoir quelques précisions sur l'économie de plateforme dans le domaine de l'aide aux personnes, parce que ça me paraît gigantesque comme domaine et comme concurrence avec les secteurs organisés. Et je ne sais pas ce qui existe exactement dans les différents pays européens jusqu'à présent et qu'est-ce qui va se développer. Merci. Et alors, voilà. Je ne parle pas au nom des syndicats, mais dans le statut au niveau de la FGTB, en tout cas, c'est bien marqué qu'ils sont contre le salariat, mais c'est plus philosophique. C'est dans les statuts de la FGTB. Donc, lisez les statuts de la FGTB, c'est une précision. Et au niveau de l'indépendant, ça, il faut choisir ou pas. Oui, vous êtes pour les indépendants, ça, c'est votre choix. On est d'accord, philosophique ou pas. On va vous donner peut-être 14 € de l'heure ou 20 € de l'heure. Et démerdez-vous pour payer votre sécurité sociale. Si vous avez un accident de travail, n'importe quoi, vous le payez vous-même. Votre vêtement de travail, vous payez tout vous-même. Donc, au final, on vous donne 20 € comme indépendant ou même 50 € et vous recevez des cacahuètes parce que vous devez tout payer vous-même. Donc, il faut choisir. Voilà. Je ne sais pas quel est le meilleur statut. Il faudra me le dire. Et vous avez choisi. Non, moi, je n'ai pas choisi. Moi, je suis contre le travail. Le travail vient d'un instrument. Moi, je suis contre le travail. Le travail vient d'un instrument de torture, tripalium. Donc, lisez le droit à la paresse de Lafargue. Mais ça, on ne peut pas le dire. Voilà. Merci. Donc, on clôture ici les questions. Je vous propose d'intervenir, de conclure sur ces 3 dernières questions. Du coup, je répondrai à la dernière, vu que c'était la dernière. Du coup, je ne suis pas du tout en train de dire que je suis pour le salariat. Je suis même en train de dire, à la limite, que j'essaie de protéger les salariats, mais que
imposer le salariat, c'est peut-être même le meilleur moyen de blesser le salariat en final. Parce qu'en fait, c'est là où tous les travailleurs vont se retourner derrière les plateformes pour que les plateformes les protègent parce qu'ils ne veulent pas du salariat. Et je pense qu'on doit les écouter en fait. Je ne suis pas du tout là en train de dire que je veux imposer l'indépendance, mais c'est pas du tout ce que je veux, mais je veux que les travailleurs en tout cas aient le pouvoir de décider. Et je pense que c'est un peu aussi ce qui a fait des mouvements comme les Gilets jaunes, etc. C'est qu'il y a des gens qui estiment aujourd'hui qu'on leur pique la parole et qu'ils ne peuvent plus décider de rien parce qu'on pense savoir toujours ce qui est mieux qu'eux. Et donc, moi, je me vois pas faire ça. Et voilà. Et après, plus on approche du terrain, plus on se rend compte que de toute façon, imposer salariat, c'est perdre des rêves inutilement. Et que le but, c'est vraiment d'essayer d'améliorer les conditions des travailleurs au jour le jour. Et on fait avec la factualité qui est qu'aujourd'hui, ils sont des faux indépendants. Donc, on essaie d'améliorer en tout cas leurs conditions de travail tant qu'on peut. Et on n'en est pas du tout encore à l'heure des statuts parce qu'on n'a même pas ce pouvoir de pouvoir décider de quel statut on est. On fait avec la factualité. Ensuite, merci. Ça, c'était les Belges. Ensuite, pour les aides aux personnes. Alors, en France, on travaille en sous-main beaucoup avec... on travaille de façon un peu officieuse avec la CGT, Service à la personne, qui nous a énormément aidés. Et on ne remerciera jamais assez Stéphane Fustek pour ce qu'il a fait pour nous. Et du coup, c'est vrai qu'il nous a parlé de toutes les professions qui étaient dans le service à la personne, qui étaient touchées par ces activités, enfin par cette économie. Donc, il y a beaucoup de femmes de ménage, des femmes qui s'occupent aussi de nettoyer les chambres, des babysitters. En fait, on a estimé qu'en France, il y a presque 1,5 million de personnes qui pourraient être touchées par une telle économie. En fait, tout le service à la personne, tous les métiers avec des particuliers employeurs. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vachement énorme. Et c'est ce que disait Anne est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on est un peu le fer de lance, les livreurs à vélo, dans ce combat. Mais le problème, c'est qu'en tant que livreur à vélo, en France, c'est quasiment 95% des hommes. Et il y a plein de problématiques qui ne sont pas mises en avant, comme les congés maternité et toutes les choses ou la retraite, etc. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'hommes très jeunes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont passées à la trappe. Et c'est pour ça que nous, on essaie vraiment d'essayer d'aller voir un peu toutes les autres catégories de travailleurs qui sont touchés pour qu'on puisse avoir aussi leurs revendications et nous les exposer publiquement parce qu'en fait, il y a d'autres choses que le risque d'accident à vélo. Il y a les congés maternité, il y a la retraite et plein d'autres choses qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant parce qu'ils risquent de profiter du fait que ce soit des jeunes qui soient en phase 2 pour pouvoir faire oublier des choses qui les arrangent beaucoup. Et du coup, après... Alors, du coup, il y avait la charte, les chartes pour les minimums sociaux. Alors, nous, on est tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, c'est un traquenard, c'est un moyen de nous donner très peu et de fermer la porte pour pouvoir dire, mais c'est bon, c'est réglé, on a réglé vos problèmes d'assurance. Pour donner un exemple avec la première assurance gratuite Deliveroo, si j'avais un accident à vélo et que je perdais mon bras, on m'indemnisait pour 1 000 €. Si je mourais à vélo, ma famille touchait 25 000 €. Enfin, c'est totalement ridicule comparé à ce qu'on toucherait normalement. Et on avait eu un cas d'un livreur du CLAP qui s'était fait perforer le ventre par son guidon, qui a fait 2 mois de coma, je crois, 1 mois ou 2 mois de coma. Et il n'a absolument rien touché de la part de l'assurance de Deliveroo, qui n'assurait que la tête, les mains et les pieds. Et donc, du coup, il n'a rien touché. Donc, du coup, ces genres d'assurances nous font paniquer. Après, on voit bien qu'il y a un énorme lobbying fait par AXA et l'Institut Montaigne pour essayer de faire passer ces chartes pour que AXA puisse assurer ces plateformes. Mais nous, on est totalement contre et on estime qu'en plus, ces chartes ont le désavantage d'être totalement unilatérales et donc un réel danger pour encore une fois, notre représentation et notre voix qui est encore une fois muselée. Ouais, sur la question des lois et des plateformes, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire, en effet. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de nouveau, puisque finalement, chaque évolution technologique a toujours transformé les conditions de travail. Et à partir de là, les employeurs en profitent pour dire que
toutes les lois sociales existantes ne sont plus valables. Et évidemment, comme ici, on est dans une évolution technologique encore plus poussée, ça s'accentue et on veut carrément supprimer le droit du travail, c'est ce qui est en cours. Donc on est dans une flexibilisation extrême, mini-tâches, mini-contrats. Et donc, mais je pense que dans tout cela, dans les lois, il n'y a rien de naturel, c'est des choix politiques, et que le choix du législateur, il détermine comment finalement va être appréhendé la suite. Donc les législateurs, pour ce qui est de la France, là, avec la loi L'Homme, en effet, on est dans un projet très, très dangereux, puisque l'État organise la régression de la loi. On est dans cette idée que c'est la suite de l'amendement Taché, en fait. Donc, c'est vraiment cette charte sociale unilatérale qui empêchera finalement toute requalification possible du contrat d'indépendant au contrat de salarié. Et voilà, je pense que l'espoir, il est plutôt du côté de la Californie et que là, il y a vraiment beaucoup à attendre. Et il y a toute une bataille politique qui est en train de se faire jusqu'au 1er janvier, qui est la date d'application de cette loi numéro 5 de requalification. Donc pour l'instant, ce projet de loi est en cours. Et Uber et Lyft vont tout faire pour essayer de créer des dérogations, d'échapper à cette loi. Et donc là, je pense que c'est là que la bataille se passe. Et de manière plus générale, je pense aussi que justement l'opinion publique peut être alertée, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. On a eu cette discussion parfois, mais que justement, on parle de l'importance médiatique des actions qui permettent en effet de mettre en cause les projets de loi en cours, pays par pays. Mais en ce moment, au niveau de l'OMC, se décident des choses encore beaucoup plus importantes sur les accords de libre-échange, où on cherche à faire en sorte qu'il y ait une libre circulation, non pas des flux de capitaux, ça c'est déjà fait, mais des flux d'informations et de données surtout, des data. Donc, et là, je pense que ces enjeux-là, justement, là, c'est en train d'être négocié dans les différents rounds de l'OMC, et je pense que là aussi, il y a de quoi alerter l'opinion publique internationale cette fois. Merci. Merci à vous deux d'abord. Et merci à tous d'être venus. La prochaine soirée, événement que le Gréséa co-organise, ce sera dans le cadre du Festival des Libertés, le 19 octobre, sur le thème « L'internationale féministe sera-t-elle le genre humain ?» Voilà. Et voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Et... Tu veux ? Non. Non ? Ça va ? Bonne soirée à tous. Et on peut continuer au bar s'il est ouvert, oui.